Bonjour, donc bienvenue dans la France d'après, la France d'après la campagne électorale et notamment la campagne de second tour la plus sympathique qu'on ait vécue depuis le début de la Ve République. Il y avait une ambiance d'enfer, on a bien rigolé. Le débat était d'une excellente tenue, le débat des deux candidats finalistes. Bon, donc vous voyez, on continue à dire du mal, hein, c'est l'objet des vidéos sur la Reine Nue. C'est la deuxième cette fois-ci. On ne sait pas trop de qui on va dire du mal, mais en tout cas, on va le dire avec Steve Oana, qui est ici avec moi aujourd'hui. Le Canapé Rouge l'accueille avec plaisir. Bonjour Coralie. Bonjour. Donc Steve est professeur de finance à l'ESCP Europe. Donc la finance, c'est super, mais il a surtout écrit un livre qui s'appelle Désobéir pour sauver l'Europe. Ça, c'était à l'époque où Steve était un grand optimiste, il voulait sauver l'Europe. Et c'est un livre qui est sorti en 2013, il est très pédagogique, je l'avais découvert à l'époque avec plaisir. Pour les gens qui ne connaissent pas l'économie, c'est très clair. Mais c'était un livre qui avait pour objectif donc, de proposer des solutions. C'était un petit peu du mélenchonisme avant l'heure, c'était un petit peu le plan A, plan B pour sauver l'Union européenne et particulièrement la zone euro. Mais il y a peut-être une évolution chez l'économiste en question qu'on va voir maintenant avec lui. Donc je vais vous poser quelques questions et puis vous me répondrez comme vous sentez en fonction de vos opinions du jour. Voilà, donc Emmanuel Macron vient d'être élu à la présidence de la République. On ne sait pas évidemment encore comment va se passer ce quinquennat, mais d'après ce que vous avez vu, entendu, comment pensez-vous qu'il va agir au niveau européen ? Alors, merci déjà de m'accueillir sur ce canapé rouge. En fait, c'est assez clair la politique européenne de Macron. Ça consiste à offrir des gages à l'Allemagne, donc les réformes structurelles, la réforme du marché du travail, la libéralisation du marché du travail et la réduction des dépenses de fonctionnement de l'État. Essentiellement, c'est ça les réformes structurelles qu'on attend de tous les pays de l'Union européenne et particulièrement de la France. Et en échange de ça, essayer d'obtenir de l'Allemagne qu'elle accepte l'instauration d'un budget fédéral de la zone euro, qu'elle accepte d'investir elle-même dans sa propre économie, donc de réduire par ce biais son excédent commercial qui est record, 270 milliards en 2016. Et que par là même, on arrive à faire baisser le chômage en zone euro qui n'a jamais retrouvé son niveau d'avant-crise. Voilà, c'est ça le programme d'Emmanuel Macron, le programme européen. Alors, bon, autant vous le dire tout de suite, je pense que c'est un mauvais programme européen pour une raison simple, du point de vue d'économiste, je parle. Quand on a une crise de demande, ce qui est le cas de l'Union européenne depuis maintenant 8 ans, plus, commencer par faire des réformes sur l'offre, c'est ce qui est l'ambition d'Emmanuel Macron, c'est une très mauvaise idée. Il faut le séquençage c'est vrai que la France a un problème de compétitivité en même temps qu'il y a une crise de demande, mais le séquençage, normalement, ça devrait être que l'Allemagne, qui est surcompétitive, laisse filer ses salaires. Donc, ça peut être par plein de biais, la hausse du salaire minimum, des dépenses d'infrastructure, etc. Et ça ferait d'une pierre deux coups. Parce qu'en même temps, le problème d'offre de non-compétitivité de la France serait résolu par la hausse des salaires en Allemagne et en même temps, la crise de demande de la zone euro serait résolue par la hausse du pouvoir d'achat des ménages, surtout modestes, en Allemagne. C'est ça la bonne politique économique. Et c'est celle-là déjà que je recommandais dans mon livre. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aggraver, en faisant une politique d'offre, ce qui s'est passé en Grèce. Mais là, on parle de la France, c'est-à-dire une économie beaucoup, beaucoup plus importante que la Grèce. Donc, si la France fait une politique d'offre à contre-courant comme ça, c'est la déflation, c'est l'aggravation de la crise de demande et l'aggravation du chômage en zone euro pour quelque chose, un retour qui n'est même pas assuré derrière, et même très loin d'être assuré à cause de l'hostilité de l'opinion publique allemande à toute concession sur la relance de la demande dans la zone euro. Mais pourtant, là, vous semblez dire que, en fait, c'est assez désespéré comme constat. Vous semblez dire qu'il n'y a pas d'issue, mais pourtant, on a quand même vu la croissance repartir un petit peu en zone euro. Alors, c'est pas grand-chose, mais malgré tout, on pourrait avoir l'impression, et certains ministres du gouvernement Hollande l'avaient dit d'ailleurs, qu'on est sur la trajectoire d'une sortie de crise. Alors, est-ce qu'il y a des chances que les choses se rétablissent quand même grâce à quelque chose qu'on n'aurait pas prévu, une croissance américaine non prévue, des choses comme ça? Alors,
C'est vrai que depuis 2 ans, on a une croissance qui est plutôt bonne relativement en zone euro par rapport aux autres pays développés. On est entre 1,5 et 2% par an depuis 2 ans. C'est mieux qu'aux États-Unis, c'est remarquable. Mais il y a deux choses qui vont tempérer tout optimisme qu'on pourrait avoir. La première chose, c'est qu'il faut regarder toujours, quand on compare des pays, le niveau d'où l'on part. Or, l'Union européenne et surtout la zone euro sont à un niveau de PIB par tête qui est le même que celui de 2008, ce qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on est 15% en dessous en PIB par tête de ce qu'on aurait dû avoir si on continue la tendance d'avant-crise. C'est énorme. Or, quand on regarde les États-Unis et même le Royaume-Uni, ils ont dépassé leur niveau de PIB par tête de 2008 il y a plusieurs années déjà. Donc, on est vraiment les plus en retard, en fait, parmi tous les pays développés. Donc, c'est logique. Quand on a un retard à rattraper, c'est un peu logique qu'on aille plus vite que ceux qui ont déjà rattrapé leur retard. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a une moyenne. La moyenne est bonne, OK, mais que cette moyenne cache des disparités énormes. Donc, l'Allemagne est proche de cette moyenne. La France est déjà un peu en dessous, à 1,3. Et l'Italie, c'est 0,8. Or, elle est 10% en dessous de son PIB d'avant-crise. Donc, elle a vraiment beaucoup plus besoin que les autres de croître. Et elle croît moins. Et la Grèce, qui a encore beaucoup plus besoin que tous les autres de croître, puisqu'elle a elle a 25% de son PIB d'avant-crise, elle croît encore moins. Elle est à 0 en 2016. Donc, vraiment, ça ne va pas. On voit que ça diverge. C'est un continent qui diverge complètement. Donc, en fait, il ne faut pas regarder que la moyenne. Voilà. Bon, donc, mais le phénomène de l'eurodivergence, il est un petit peu connu maintenant, mais vous l'avez bien décrit. Mais selon vous, puisque vous connaissez très bien les problèmes bancaires, etc., selon vous, est-ce que c'est l'Italie dont vous venez de parler avec ses banques qui risque de faire repartir une crise européenne? Est-ce que c'est plutôt la Grèce? Qu'est-ce que ça peut être? Un problème avec les pays de l'Est, c'est en ce moment assez tendu du côté de la Pologne, de la Hongrie, pas forcément pour des raisons économiques d'ailleurs, mais vous suivez ça. Donc qu'est-ce que ça pourrait être selon vous, le prochain départ de feu? Alors, sans aucune hésitation, l'Italie. Et pas pour des raisons strictement bancaires. En fait, c'est vraiment la politique aujourd'hui. Depuis 2012, on peut dire que le risque purement financier et bancaire est un peu écarté, depuis que Mario Draghi a sorti son gros bazooka. Mais maintenant, on est face à un risque politique, et celui-là est beaucoup plus sournois, long terme, structurel. En fait, dans tous ces pays qui sont les grands perdants finalement de la zone euro, et l'Italie en tête, on a une hausse des partis anti-établissement. Et en Italie, on a le plus gros parti anti-établissement de tout l'Occident, le mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, il a 27-28%. Il est au même niveau que le Parti démocrate qui vient de reconduire à sa tête Matteo Renzi. Et en 2018, on va avoir des élections. Et quand on additionne tous les partis, disons, eurosceptiques, souverainistes, favorables à une renégociation des traités européens et tout, on dépasse largement les 50%. L'Italie est un des pays les plus mûrs pour sortir de l'euro. Et c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'il en est le grand perdant. Il est toujours à 10% en dessous, sans croissance. C'est un désastre. Donc, aujourd'hui, oui, les élections du printemps 2018 en Italie sont à très haut risque. À très haut risque. On ne voit pas encore très bien comment le mouvement 5 étoiles va faire une majorité, puisque c'est difficile pour lui de s'allier à Forza Italia ou à la Ligue du Nord, qui sont des partis de droite. Voilà. Mais on ne voit pas non plus le Parti démocrate pro-européen faire une majorité. En fait, donc l'Italie est le pays qu'il faut surveiller de près. Une petite dernière question, je ne sais pas si vous pourrez répondre, parce qu'on est au tout début des négociations relatives au Brexit. Mais vous suivez beaucoup les pays anglo-saxons, donc d'après ce que vous avez vu, comment se profile le Brexit? Plutôt bien, plutôt mal? Apparemment, c'est très tendu entre la Commission et Theresa May actuellement. Qu'est-ce qui vous semble? Est-ce que ça peut bien se passer à la fois pour l'Union, pour la Grande-Bretagne? Quelle est la suite? Comment vous voyez les choses? Alors, on retrouve les vieux mécanismes qui sont ressortis au moment de la crise grecque. C'est-à-dire que l'Union européenne adore s'unir. Elle est très divisée. Je fais référence à votre livre « Europe, les États désunis ». Et quand elle trouve un vilain petit canard, elle adore s'unir contre lui. C'est magnifique. C'est l'union sacrée en ce moment contre l'ennemi commun qui est le Royaume-Uni, et en particulier sur la question du budget.
parce que, évidemment, le retrait du Royaume-Uni qui pesait lourd dans le budget de l'Union européenne, partant, ça fait plus de charges budgétaires pour tous les autres. Donc, ils ont trouvé un cheval de bataille commun, c'est de faire cracher le plus possible le Royaume-Uni tout de suite. Et ça tombe très bien parce que ça donne un argument de campagne aussi à Emmanuel Macron, puis ça va donner un argument de campagne aussi bientôt à Angela Merkel. Et l'argument de campagne va être de dire aux souverainistes, ben regardez, vous devrez payer. Si vous... Donc, ça montre tout de suite aux partis eurosceptiques et face à l'opinion publique, ça montre tout de suite le coût de sortie. Donc, c'est magnifique et à mon avis, c'est pour ça qu'on est dans cette surenchère là. Mais à mon avis, tout va se calmer après les élections allemandes et encore plus après les élections italiennes et on va retrouver la raison. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire avec le Royaume-Uni ce qu'ils ont fait avec la Grèce. La Grèce, c'est 3% du PIB de la zone euro. C'est un scandale ce qui s'est passé. On peut l'appeler coup d'État. Et d'ailleurs, Macron lui-même le reconnaît. Et s'il y a quelque chose de positif à dire sur Macron, c'est bien ça. C'est que j'ai l'impression que plus que Hollande, il avait voulu intervenir à la modeste place qu'il avait pour essayer d'arrêter ce carnage qu'on a imposé à la Grèce. Mais là, avec le Royaume-Uni, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Le Royaume-Uni, on est en train de parler d'un très gros poids lourd. On est en train de parler de la City, donc par lesquels transitent les flux financiers mondiaux. On est en train de parler d'un pays qui a un rôle central dans la lutte contre le terrorisme, dans la sécurité, dans la politique étrangère européenne, l'armée européenne. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Et à mon avis, il va y avoir un rééquilibrage des positions et je suis assez optimiste finalement pour le Royaume-Uni dans ces négociations. D'accord, ben merci beaucoup Steve Oana. On voit que vous avez quand même un peu évolué par rapport à votre livre de 2013, mais enfin vous avez quand même, on finit quand même sur une note positive pour Macron. Donc c'est vrai que Yanis Varoufakis a rappelé qu'il avait soutenu la Grèce à l'époque et l'a d'ailleurs soutenu dans le cadre de la campagne présidentielle française. C'était assez étonnant. Bon, mais il a du pain sur la planche, le nouveau président de la République, et on vient de faire le tour d'horizon. Donc, bonne chance à lui, et puis bonne chance à nous surtout, parce que reste maintenant la campagne législative à subir, dans une ambiance de meilleur en meilleur. Je rappelle que vous avez écrit « Désobéir pour sauver l'Europe » avec une préface tout à fait inattendue, vraiment, surtout sur la reine nue, hein, mais comme quoi... on est ouvert d'esprit et surtout, merci d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup, Coralie. Et une très bonne journée, soirée, matinée, nuit à tout le monde.